Nous abordons donc le test du Q-carré et les mesures d'association qui lui sont associées, en commençant par mettre en évidence la logique des tests d'hypothèse de manière générale avant de déterminer la signification statistique d'une relation tabulaire bivariée à l'aide du test d'hypothèse du Q-carré et la signification réelle d'une relation à l'aide du V de Cramer et du gamma en tant que mesure d'association. Dans la leçon précédente, nous avions vu que l'estimation par intervalle de confiance consistait, à partir d'une statistique de l'échantillon, à estimer, connaître le paramètre d'une population. Et donc, en estimation par intervalle de confiance, on part du particulier au général. Dans le cas d'un test d'hypothèse, on formule une hypothèse concernant une population et on cherche à valider ce paramètre supposé de la population à partir d'une statistique calculée sur des données d'échantillon. Et donc ici, on part plutôt du général au particulier, d'une valeur théoriquement inconnue à une valeur empiriquement connue. Une fois qu'on a fini de formuler une hypothèse de recherche, eh bien, il faut la traduire en des termes qui la rendent intelligible au raisonnement inférentiel sous-jacent au test d'hypothèse. Autrement dit, il faut traduire l'hypothèse de recherche à deux hypothèses statistiques, nulle et alternative. L'hypothèse alternative postule l'idée de relation entre deux variables, précisément l'idée de différence. Du genre, il y a une relation entre le sexe et la délinquance au niveau de la population. Précisément, il y a différence entre gars et filles quant à la présence d'un comportement délinquant. L'hypothèse alternative est symbolisée par H1. Par exemple, la proportion de gars délinquants est différente de la proportion de filles délinquantes. Eh bien, l'hypothèse nulle est le contraire de l'hypothèse alternative. Elle postule l'idée d'absence de relation entre deux variables, précisément d'égalité ou d'absence de différence. Du genre, il n'y a pas de relation entre le sexe et la délinquance au niveau de la population. Encore, il n'y a pas de différence entre gars et filles quant à la présence d'un comportement délinquant. Et c'est symbolisé par H0. La proportion de gars délinquants est égale à la proportion de filles délinquantes. En fait, il faut savoir que si l'hypothèse alternative correspond à l'hypothèse du chercheur, souvent les chercheurs veulent démontrer l'existence d'une relation, mais en test d'hypothèse, on cherche plutôt à tester l'hypothèse nulle. Pourquoi? En fait, on pense que la meilleure façon de démontrer qu'une affirmation est vraie, c'est effectivement de démontrer que son contraire est faux, ce qu'on appelle le principe de falsifiabilité, qui a été effectivement mis en évidence par Karl Popper dans la logique de la découverte scientifique. Je ne sais pas si vous avez suivi un cours d'épistémologie des sciences. En fait, il est même plus facile de tester l'hypothèse nulle que de tester l'hypothèse alternative. Et Popper a donné un exemple très édifiant à cet égard. L'hypothèse alternative, tous les signes, en fait les signes c'est des oiseaux. Donc l'hypothèse alternative, tous les signes sont blancs et difficiles à tester. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas recenser tous les signes de façon à s'assurer qu'ils sont tous blancs. En revanche, l'hypothèse nulle, tous les signes ne sont pas blancs, est facile à tester dès qu'on trouve un signe noir. Voilà donc pourquoi l'hypothèse nulle est plus facile à tester que l'hypothèse alternative. Et par rapport au contexte étudié ici, la proportion de gars délinquants est différente de la proportion de filles délinquantes. Eh bien, cette hypothèse correspond à beaucoup de situations, à une variété de situations qu'on ne peut pas toutes élucider. En revanche, l'hypothèse nulle est plus facile à tester dès le moment qu'on observe une inégalité. Donc voilà encore une fois pourquoi dans tout test d'hypothèse, au lieu de chercher à tester l'hypothèse alternative, on cherche plutôt à tester l'hypothèse nulle. Mais si on arrive à rejeter l'hypothèse nulle, eh bien, c'est pour accepter l'hypothèse alternative, mais si on ne parvient pas à rejeter l'hypothèse nulle, eh bien, on est obligé de l'accepter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'on décide d'accepter l'hypothèse nulle ou de rejeter l'hypothèse nulle,
on n'est jamais à l'abri d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'on travaille en situation d'information imparfaite. En l'occurrence, on travaille sur des données d'échantillons, de telle sorte que l'échantillon étant aléatoire, eh bien, les conclusions qu'on pourrait tirer en termes d'acceptation ou de rejet de l'hypothèse nulle ne peuvent être qu'aléatoires. On peut faire l'analogie avec le jury qui recrute des candidats. Lorsqu'un jury effectivement recrute des candidats, il peut commettre au moins deux types d'erreurs. Il peut rejeter des candidats alors qu'ils sont bons, ce qu'on appelle rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle s'avère vraie, ce que les statisticiens appellent erreur de type 1, mais aussi le jury peut accepter des candidats alors qu'ils ne sont pas bons. Précisément, accepter l'hypothèse nulle alors qu'elle s'avère fausse, que les statisticiens appellent erreur de type 2. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on fait tout pour ne pas commettre l'erreur de type 1, on finit par commettre l'erreur de type 2 et vice-versa. En l'occurrence, dans les programmes qui sont moins exigeants, comme les programmes de sociologie, le jury fera tout pour ne pas commettre l'erreur de type 1. Autrement dit, rejeter de bons candidats. Mais par la même occasion, il court le risque de commettre l'erreur de type 2, c'est-à-dire accepter des candidats alors qu'ils sont mauvais. Par contre, dans les programmes qui sont plus contingentés, comme les programmes de criminologie ou de psychologie, eh bien, le jury fera tout pour ne pas commettre l'erreur de type 2, c'est-à-dire accepter de mauvais candidats. Mais il finit par commettre l'erreur de type 1, autrement dit, rejeter des candidats alors qu'ils sont bons. Donc, quoi qu'on puisse faire, on ne peut éliminer la possibilité de commettre un type d'erreur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déterminer la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle. Eh bien, c'est l'objet des tests d'hypothèse. Si la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est faible, en tout cas plus petite qu'un risque d'erreur maximale qu'on peut se permettre, par exemple 5%, eh bien, on peut rejeter l'hypothèse nulle. En revanche, si la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est très élevée, en tout cas supérieure à 5%, eh bien, on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle. Donc, voilà un peu la logique qui sous-tend tous les tests d'hypothèse. Et justement, le Kikaré est un test d'hypothèse qui s'efforce d'approfondir l'analyse tabulaire bivariée qui, comme nous l'avions vu tout à l'heure, est approximative et descriptive. L'idée étant, à partir d'une seule statistique, de capter toutes les différences en points de pourcentage et de généraliser ces différences à la population dont est issu cet échantillon. Précisément, le Kikaré consiste à formuler une hypothèse en tant que paramètre supposé d'une population et à chercher à valider cette hypothèse à l'aide d'une statistique calculée sur des données d'échantillon. Eh bien, comment calculer cette statistique? Puisque c'est cette statistique qui permet de décider s'il faut accepter ou non l'hypothèse nulle. Eh bien, dans le cas du Kikaré, cette statistique se calcule en comparant les fréquences observées aux fréquences théoriques. Eh bien, les fréquences observées, nous les connaissons, ce sont les fréquences réelles, autrement dit les fréquences obtenues à partir des données de l'échantillon. Par contre, les fréquences théoriques, nous ne les connaissons pas encore en tout cas. C'est un nouveau concept. En fait, les fréquences théoriques réfèrent aux fréquences auxquelles on devrait s'attendre s'il n'y avait pas de relation entre deux variables. En l'occurrence, il n'y a pas de relation entre deux variables. Que seraient les fréquences du tableau? Le Kikaré consiste tout simplement à comparer les fréquences observées aux fréquences théoriques de façon à évaluer l'écart. Pour ce faire, la première étape du test d'hypothèse, qu'est le Kikaré, consiste tout naturellement à formuler les hypothèses nulles et alternatives. Quelle en est la logique? Alors, revenons aux fréquences théoriques. Nous savons que les fréquences théoriques réfèrent aux fréquences attendues dans le cas d'une absence de relation. Mais justement, si les fréquences observées dans les données de l'échantillon correspondent aux fréquences théoriques, on peut croire qu'il n'y a pas de relation. Eh bien, c'est l'hypothèse nulle d'une absence de relation précisément entre le sexe et la délinquance dans la population jeune étudiée. Précisément, il n'y a pas de différence entre gars et filles quant à la présence d'un comportement délinquant. Encore, la proportion de gars délinquants est égale à la proportion de filles délinquantes.
Que se passe-t-il maintenant lorsque les fréquences observées s'écartent nettement des fréquences théoriques? Eh bien, on peut croire qu'il y a une relation. Eh bien, c'est l'hypothèse alternative. Ici, il y a relation entre sexe et délinquance au niveau de la population jeune étudiée. Encore, il y a une différence entre gars et filles. Précisément, la proportion de gars délinquants est différente de la proportion de filles délinquantes. Voilà donc comment on formule les hypothèses nulles et alternatives. Étant entendu que le test d'hypothèse cherche plutôt à tester l'hypothèse nulle. Si on rejette l'hypothèse nulle, c'est pour accepter l'hypothèse alternative. Si on n'arrive pas à rejeter l'hypothèse nulle, eh bien, on est obligé de l'accepter. Une fois qu'on a fini de formuler les hypothèses statistiques, il faut calculer les fréquences théoriques. Et pour montrer comment calculer les fréquences théoriques, je vais illustrer le rapport aux fréquences observées. Ici, vous avez un tableau de fréquences observées, de la relation ici entre X et Y. X est le groupe d'appartenance, Y un phénomène quelconque. Alors ici, l'analyse tabulaire bivariée montre que 60% des cas du groupe 2 disent oui au phénomène Y, comparativement à 40% des cas du groupe 1. Donc, il y a une différence en point de pourcentage de 20. Et donc, il semble y avoir une relation faible ou faible à modérée, ou modérée tout simplement. Il faut s'assurer par contre que la relation qui est observée ici n'est pas due au hasard de l'échantillonnage, qu'elle existe au niveau de la population dont est issu cet échantillon. Pour ce faire, il faut calculer les fréquences théoriques et les comparer à ces fréquences observées. Posons-nous la question de savoir ce que seraient les fréquences conditionnelles s'il n'y avait pas de relation entre ici le groupe d'appartenance X et le phénomène Y. Eh bien, s'il n'y avait pas de relation entre ces deux variables, on pourrait s'attendre à obtenir 50 d'un côté, 50 de l'autre côté, pour ce qui est de oui. 50 d'un côté, 50 de l'autre côté, pour ce qui est de non. Voilà ce qu'on entend par s'il n'y avait pas de relation. Voilà aussi ce qu'on veut dire par fréquence théorique. Et bien sûr, on peut retrouver par exemple la fréquence théorique ici 50. Si parmi les 200 cas de l'échantillon, 100 cas disent oui au phénomène, parmi les 100 cas du groupe 1, combien effectivement diraient oui pour le phénomène? Eh bien, poser la question, c'est y répondre. Donc, on prend 100 divisé par 200, multiplié par 100, et vous obtenez la fréquence théorique 50. Autrement dit, 100 fois 100 divisé par 200. Multipliez les deux totaux marginaux, divisez le produit par la taille de l'échantillon, le résultat sera la fréquence théorique. Voilà comment on calcule les fréquences théoriques. Ici, nous avons une situation presque parfaite, du moins visiblement, qui atteste l'idée d'égalité entre les fréquences théoriques. Que se passe-t-il si nous avions 20 cas pour le groupe 1, 180 pour le groupe 2? Eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas d'égalité entre les fréquences théoriques. Pourquoi? Parce que les groupes n'ont pas le même effectif. Pour mieux voir l'idée d'égalité inhérente à ces fréquences théoriques, il faut se poser la question de savoir ce que représente 10 par rapport à 20, c'est une base 100, c'est 50. 90 par rapport à 180, c'est une base 100, c'est 50. Donc, si on convertit les fréquences théoriques en pourcentage, on verrait mieux l'idée d'égalité. Donc, ici, vous avez une autre situation qui atteste d'une égalité entre les fréquences théoriques. Et on peut retrouver la fréquence théorique 10 en prenant 100 multiplié par 20 divisé par 200. Autrement dit, en prenant les deux totaux marginaux divisé par le n, vous retrouvez la fréquence théorique 10. Encore une fois, la formule est correcte pour cette situation. Voilà donc une petite simulation qui nous permet de retrouver la formule de calcul des fréquences théoriques. Et par conséquent, connaissant les fréquences observées et les fréquences théoriques, eh bien, nous pouvons effectivement les comparer de façon à calculer le chi carré. Et par conséquent, lorsque les fréquences observées sont similaires aux fréquences théoriques qui attestent une absence de relation, sommes-nous en présence d'une relation ou d'une absence de relation? Eh bien, nous sommes en présence d'une absence de relation. De même, lorsqu'effectivement les fréquences observées s'écartent nettement des fréquences théoriques, sommes-nous en présence d'une relation ou d'une absence de relation? On est en présence d'une
relation. Mais voilà, vous venez d'accéder à l'intelligence même du qui carré, qui consiste simplement à comparer les fréquences observées par rapport aux fréquences théoriques de façon à avoir une idée sur l'ajustement. Revenons maintenant à notre problème de départ et calculons les fréquences théoriques pour la relation entre le sexe et la délinquance. Alors, devant vous, vous avez des fréquences observées. Alors, on va convertir ces fréquences observées en fréquences théoriques. Pour ce faire, on va s'intéresser d'abord à la cellule contenant la fréquence observée 19. Nous savons que 53 cas présentent un comportement délinquant sur un total de 200 cas, alors qu'on a au total 102 filles. Eh bien, multipliez les deux totaux marginaux et divisez par n. Autrement dit, multipliez 53 par 102, divisé par 200 et vous obtenez la fréquence théorique 27. Encore, multipliez 102 par 147, divisé par 200, 75. 53 multiplié par 98, divisé par 200, on obtient 26. 147 multiplié par 98, divisé par 200, on obtient 72. Évidemment, si vous calculez la somme des fréquences théoriques, vous retrouvez les totaux marginaux de la VI, ici, sexe. Voilà comment calculer les fréquences théoriques. Nous avons l'impression ici que les fréquences théoriques ne sont pas égales. Pourquoi? Parce que les totaux marginaux ne sont pas les mêmes. Donc, pour mieux voir l'idée d'égalité inhérente à ces fréquences théoriques, on se pose la question de savoir ce que serait 27 par rapport à 102 sur une base 100, 26 par rapport à 98 sur une base 100, ben, on obtiendrait ces pourcentages, 26,5 et 26,5, ce qui atteste d'une égalité parfaite entre gars et filles, du moins visuellement parlant. Mais l'utilisation des pourcentages s'arrête là. Mais lorsqu'on veut calculer le qui carré, on utilise plutôt les fréquences et non les pourcentages. Alors, nous sommes prêts à passer au calcul du qui carré, connaissant les fréquences observées et les fréquences théoriques. Donc, pour chaque cellule, on prend la fréquence observée moins la fréquence théorique. Une façon de généraliser cette formule à l'ensemble des cellules du tableau, c'est de mettre les signes sigma pour sommariser toutes les différences. Sauf que si vous calculez la somme de toutes les différences du tableau bivarié, vous allez obtenir un résultat nul. Un peu comme dans le cas du calcul de la variance. Autrement dit, la somme des scores déviation par rapport à la moyenne est toujours nulle. Eh bien, c'est le même principe. La somme des différences entre les fréquences observées et les fréquences théoriques est toujours nulle. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas obtenir un résultat nul? Eh bien, on élève au carré, de façon à obtenir des différences au carré. Sauf que les différences au carré ont tendance à être élevées au fur et à mesure que les fréquences théoriques sont élevées. Et donc, il faut relativiser par les fréquences théoriques. Ainsi, on est prêt à calculer la somme des différences au carré relativisées. Voilà donc comment se calcule le qui carré. Et donc, pour chaque cellule, prenez la fréquence observée moins la fréquence théorique qui lui est associée. Élevez au carré la différence. Relativisez la différence au carré par la fréquence théorique. Calculez la somme de toutes les différences relativisées au carré et le résultat sera le qui carré. La formule du qui carré suggère ici que l'élément fondamental, ce sont les différences entre les fréquences observées et les fréquences théoriques. Autrement dit, plus les différences entre les fréquences observées et les fréquences théoriques sont importantes, eh bien, plus le qui carré aura tendance à être élevé et plus on augmente les chances de trouver une relation précisément entre le sexe et délinquance. Il reste maintenant à apprendre à calculer le qui carré. Alors, pour faciliter le calcul, on place les fréquences observées au niveau de la première colonne. Par exemple, 19, c'est la fréquence pour les filles qui présentent un comportement délinquant, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième colonne, on présente les fréquences théoriques qui sont associées aux fréquences observées. Nous venons de les calculer. À partir de là, on peut facilement calculer le qui carré. Donc, première chose, on va comparer chaque fréquence observée par rapport à sa fréquence théorique. Donc, on prend 19 moins 27 moins 8, 83 moins 75, 8, 34 moins 26, 8, 64 moins 72, 8. Évidemment, si vous calculez la somme des différences entre les fréquences observées et théoriques, vous allez obtenir un résultat nul. Eh bien, pour ne pas obtenir un résultat nul, eh bien, on élève au carré, effectivement, les différences, de façon à éliminer les signes négatifs. Donc, on élève au carré moins 8, on obtient 64, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on relativise les différences au carré
par les fréquences théoriques. Donc, on prend 64 divisé par 27, 64, 75, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous calculez maintenant la somme des différences relativisées au carré par rapport aux fréquences théoriques, vous obtenez le qui carré. En l'occurrence ici, 6.6. Donc 6.6 ici symbolise la valeur calculée du qui carré. Évidemment, si le qui carré était égal à 0, on obtiendrait un ajustement nul. Ce serait le signe d'une absence de relation entre le sexe et la délinquance. Mais ici, le qui carré n'est pas égal à 0. Il est plutôt égal à 6.6. Donc, on a l'impression que le qui carré 6.6 est assez éloigné de 0. Autrement dit, que les écarts entre fréquences observées et théoriques sont suffisamment importants pour témoigner d'une relation entre le sexe et la délinquance. Mais ce n'est pas suffisant, c'est juste une intuition. Il faut nous assurer vraiment que la valeur 6.6 est significativement différente de la valeur 0, qui témoigne d'une nullité de la relation. Alors pour ce faire, autrement dit, pour s'assurer que le qui carré est strictement significatif, il faut le comparer à une valeur critique qui se trouve sur la table de la distribution d'échantillonnage du qui carré. Donc autant on parle de la table de la loi normale, autant on parle de la table de la loi du qui carré. Eh bien, pour trouver cette valeur critique, autrement dit le qui carré critique, vous devez connaître deux paramètres. Le seuil de signification statistique et le nombre de degrés de liberté. Alors, commençons par ce qu'est le seuil de signification. Et pour bien comprendre ce qu'est le seuil de signification, je vais parler de l'estimation par intervalle de confiance. Donc, la semaine passée, on avait vu effectivement que pour procéder à l'estimation par intervalle de confiance, il faut se donner un niveau de confiance. Par exemple, 95%. Eh bien, se donner un niveau de confiance de 95%, c'est se donner un niveau de risque d'erreur de 5%. Par contre, en test d'hypothèse, on se donne ce qu'on appelle plutôt un seuil de signification. Et le seuil de signification n'est rien d'autre que le risque d'erreur. Ici, 0.05 ou si vous voulez, 5%. Et que par convention, lorsqu'on fait de l'estimation par intervalle de confiance, on parle de niveau de confiance, par exemple 95%. Par contre, lorsqu'on procède au test d'hypothèse, on parle plutôt de seuil de signification. Par exemple, 0.05 ou 5%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que se donner un niveau de confiance de 95%, c'est aussi se donner un seuil de signification de 5%. Pourquoi en sciences sociales, on se donne-t-il un niveau de confiance de 95% ou bien un seuil de signification de 5%? En fait, c'est juste une convention qui est liée en grande partie à la nature même des sciences sociales et humaines. En aéronautique, par exemple, est-ce qu'on peut se contenter d'un niveau de confiance de 95% ou d'un seuil de signification de 5%? Eh bien, sinon, il y aurait des accidents d'avion tous les jours. Donc, en aéronautique, on se donne un niveau de confiance de 99,9%, par exemple. Pourquoi? Parce que les conséquences qui sont associées à une erreur dans la prise de décision d'acceptation ou de rejet de l'hypothèse nulle sont importantes. C'est des morts d'hommes qui sont les conséquences d'une telle erreur. De même en médecine, est-ce qu'on peut se contenter d'un niveau de confiance de 95%? Ben, généralement, on va augmenter le niveau de confiance, par exemple, à 99, à 99,9. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de mort d'homme, en particulier si on se trompe par rapport à l'administration d'un nouveau vaccin, par exemple. Et en sciences sociales, est-ce qu'il est nécessaire de se donner un niveau de confiance de 99,9%? Généralement, non. On peut se contenter d'un niveau de confiance de 95%. Pourquoi? Supposons que vous travaillez sur la relation entre le sexe et le revenu pour le compte, c'est pas d'un chercheur. Que se passe-t-il si vous commettez une erreur quant à l'acceptation ou au rejet de l'hypothèse nulle? Eh bien, au pire des cas, vous faites remercier par votre patron. Mais cela n'a pas d'impact sévère sur la société. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en général, on va se contenter d'un niveau de confiance beaucoup plus conservateur, par exemple 95%. Alors, voilà le premier paramètre qu'il faut fixer, 5%. Le deuxième paramètre que nous avons besoin de connaître, c'est ce qu'on appelle degré de liberté. Un concept que nous avions abordé, si vous vous rappelez bien, la semaine passée, lorsque nous étudions la variance. Donc, on avait relativisé la somme des carrés par n-1 dans le cas des données d'échantillons. Donc, le n-1, ce qu'on avait appelé degré de liberté.
Alors, c'est un concept qui est parfois un peu difficile à saisir. Alors, il m'apparaît important d'y revenir, en particulier dans le cas du qui carré pour un tableau bivarié. Supposons qu'on s'intéresse à la relation entre le sexe et la détresse. On a homme d'un côté, femme. Alors, supposons qu'on ait au total 100 cas, donc 8 détresses, non détresse. On se retrouve avec 50 oui, 50 non, 50 hommes et 50 femmes. Alors, on va mettre 20 du côté des hommes et 30. Généralement, les femmes sont plus susceptibles de présenter une détresse élevée. Alors, ce tableau bivarié est un tableau 2 par 2. Autrement dit, les deux variables comportent deux catégories. Donc, on va décrire par le nombre de rangées fois le nombre de colonnes. Donc, on a deux rangées de colonnes. Eh bien, connaissant les fréquences conditionnelles d'une rangée, on peut en déduire les fréquences conditionnelles de l'autre rangée, sachant bien sûr les fréquences marginales. Eh bien, il y a une rangée dont les fréquences conditionnelles sont connues d'avance. Si nous avons une idée sur le nombre total d'hommes et le nombre total de femmes, eh bien, il faut retrancher cette rangée. Mais de la même façon, connaissant les fréquences conditionnelles d'une colonne, eh bien, on peut en déduire les fréquences conditionnelles de l'autre colonne, sachant bien sûr les fréquences marginales. Il y a donc une colonne dont les fréquences conditionnelles sont connues d'avance si nous avons une idée sur le nombre de cas qui disent oui à détresse et le nombre de cas qui disent non à détresse. Eh bien, il faut retrancher une colonne. De telle sorte que si vous prenez le nombre de rangées moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1, eh bien, on obtient ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Eh bien, 2 moins 1 moins 2 moins 1 donne 1. Dans notre cas, le nombre de degrés de liberté est égal à 1. Par conséquent, tout tableau bivarié de 2 par 2 donne 1 comme degré de liberté. Une fois qu'on connaît le seuil de signification, par exemple 5%, c'est le seuil qu'on se donne, généralement par convention en sciences sociales, mais une fois qu'on a fini de calculer le nombre de degrés de liberté, ici on a 1, autrement dit 2 moins 1 multiplié par 2 moins 1 c'est 1, eh bien on peut aller trouver la valeur critique du qui carré sur la table de la distribution d'échantillonnage du qui carré. Voilà comment se présente la table de la distribution d'échantillonnage du qui carré. Au niveau de la première rangée, vous avez les seuils de signification, ou risque d'erreur, et au niveau de la première colonne, les degrés de liberté. On a un tableau 2 par 2, par conséquent, on a 1 comme degré de liberté, et on se donne un niveau de confiance de 95%. Autrement dit, un seuil de signification de 0,05 ou de 5%. Et par conséquent, il nous faut minimalement un qui carré de 3,85 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Mais voilà ce que sont les valeurs qui sont stipulées sur la table d'addition d'échantillons du qui carré. Donc, les valeurs de cette table donnent les valeurs minimales nécessaires au rejet de l'hypothèse nulle. Et donc, la loi du qui carré nous dit qu'il faut minimalement 3,84 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Eh bien, on peut mieux illustrer la prise de décision en partant de l'hypothèse nulle, bien sûr. S'il n'y avait pas de relation entre le sexe et la délinquance, on peut obtenir un qui carré de 0,5, un qui carré de 1,2, un qui carré de 2,3 ou un qui carré de 3,4, ainsi de suite, ainsi de suite. De telle sorte que si vous représentez la distribution de tous ces qui carrés possibles dans le cas d'une absence de relation, vous obtenez cette distribution. Mais voilà comment se présente la distribution du qui carré. On voit bien que ce n'est pas une distribution typiquement normale, mais c'est plutôt asymétrique positive. Pourquoi justement le qui carré suit une distribution asymétrique positive? Parce qu'effectivement, les valeurs varient de 0 à plus l'infini. Pourquoi les valeurs varient de 0 à l'infini? Rappelez-vous, le qui carré est comme une forme de variance. Or, nous savons qu'une variance varie de 0 à plus l'infini. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les valeurs du qui carré vont varier de 0 à plus l'infini, parce que le qui carré est une forme de variance du fait qu'on a élevé au carré les différences entre les fréquences observées et théoriques. En l'occurrence, on est sur l'hypothèse nulle d'une absence de relation entre le sexe et la délinquance. Justement, sur l'hypothèse nulle, supposons qu'on répète
l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois. Et bien, dans 95% des échantillons, on aura un qui carré compris entre 0 et 3.84, la valeur critique, soit la zone de nullité de la relation, ou si vous voulez, la zone d'acceptation de l'hypothèse nulle, étant entendu qu'à droite, vous avez la zone de rejet de l'hypothèse nulle. Maintenant, la question qu'on se pose est de savoir où se situe le qui carré calculé sur la base de notre échantillon. 6.6. Est-ce que le qui carré calculé se situe dans la zone d'acceptation de l'hypothèse nulle, quelque part parmi les 95% des échantillons possibles dont le qui carré est compris entre 0 et 3.84 sur l'hypothèse nulle, ou bien est-ce que notre qui carré calculé se situe à l'extérieur de la zone de nullité de la relation? Clairement, on voit bien que notre qui carré calculé 6.6 se situe à l'extérieur de la zone de nullité de la relation. Ici, le qui carré est de 6.6. Et ça signifie que le qui carré calculé est très éloigné par rapport à la valeur 0 et même excède la marge d'erreur ici définie par la valeur critique 3.84. Le qui carré calculé étant supérieur au qui carré critique au seuil de signification 0.05 avec 1 degré de liberté, nous sommes obligés de rejeter l'hypothèse nulle pour accepter l'hypothèse alternative. Autrement dit, on est sûr au moins à 95% qu'il y a une relation statistiquement significative entre le sexe et la délinquance chez toute la population jeune étudiée. Donc, regardez bien, le qui carré critique 3.84 est associé au seuil de signification alpha 0.05. En fait, c'est le risque d'erreur. Mais de la même façon, le qui carré calculé est aussi associé à un petit p, qu'on appelle p calculé, ou p-value en anglais. Mais justement, le logiciel SPSS nous calcule ce petit p, qui permet effectivement de prendre une décision d'acceptation ou de rejet de l'hypothèse nulle. Donc, première possibilité, c'est de comparer le qui carré calculé au qui carré critique et s'assurer que le qui carré calculé accepte le qui carré critique pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Deuxième possibilité, il faut que le p calculé soit plus petit que le risque d'erreur ou le seuil de signification maximale qui est de 0.05. Alors ici, clairement, le petit p, 0.01, est plus petit que 0.05. Et ici, le petit p, on peut le retrouver à l'aide des SPSS. On va y revenir tout à l'heure, mais en attendant, on va récapituler. On rejette l'hypothèse nulle lorsque le qui carré calculé est plus grand que le qui carré critique. Ou bien lorsque le petit p calculé est plus petit que le p critique, autrement dit le seuil de signification, en général 0.05. Et vous avez devant vous une façon d'interpréter statistiquement les résultats du test du qui carré. Donc il faut décider s'il faut rejeter ou non l'hypothèse nulle et conclure sur la relation. Alors on va revenir sur le calcul du p. Vous avez devant vous un résultat obtenu à l'aide des SPSS. On retrouve la valeur du carré, 6.62. C'est la même valeur que nous avions calculée tout à l'heure. Le nombre de degrés de liberté, 1. Et le petit p, qui est de 0.01. Alors, le petit p ici, 0.01, c'est la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle. On l'a vu précédemment, c'est l'erreur de type 1. Autrement dit, lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle, quelle est la probabilité de commettre une erreur? Eh bien, cette probabilité de commettre une erreur est de 0.01. Et on voit bien que cette probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle 0.01 est plus petite que le risque d'erreur maximal qu'on peut se donner, en l'occurrence 0.05. Mais comment le logiciel s'y prend-il pour nous calculer le petit p? En fait, pour calculer le petit p, le logiciel convertit la valeur du qui carré en score z, la loi normale. Et pour un tableau de 2 par 2 précisément, z est égal à la racine carrée du qui carré. Et donc, la racine carrée de 6.624 est égale à 2.58 comme score z. À partir de là, on peut retrouver les proportions extérieures définies par le score z de 2.58. En l'occurrence, pour un score z de 2.58, vous avez 99% des données qui sont comprises au centre et 0.5% des données à gauche et 0.5% des données à droite. De telle sorte que vous retrouvez le petit p, 0.01, et on peut visualiser cette proportion centrale ainsi que les deux proportions extrêmes
qui permettent de retrouver le plus-value, autrement dit le petit p. Alors, bien sûr, lorsqu'on procède au test du ski carré, il faut s'assurer de prendre un certain nombre de précautions. Autrement dit, le ski carré s'applique si et seulement si l'échantillon est aléatoire, à l'instar, bien sûr, de toutes les statistiques inférentielles. C'est qu'on pense qu'un échantillon aléatoire a tendance à être plus représentatif de la population. Et que par conséquent, lorsqu'un échantillon est représentatif de la population, on peut avoir confiance au test d'hypothèse qui s'applique sur cet échantillon. Et par conséquent, lorsque vous avez un échantillon qui n'est pas aléatoire et que vous utilisez malgré tout le test du ski carré, eh bien, il faut être conscient des limites. Et une façon d'être conscient des limites, c'est d'en discuter, par exemple, au niveau de la partie discussion. Donc, vous parlez des limites méthodologiques de l'étude, en mettant en évidence le fait qu'effectivement, l'inférence statistique est obtenue sur la base d'un échantillon qui n'est pas aléatoire. Et donc, les résultats doivent aussi être interprétés avec une certaine prudence. Bien sûr, l'échantillon doit être assez grand, dans le contexte du ski carré, que les fréquences théoriques soient supérieures ou égales à 5. Généralement, les fréquences théoriques qui sont inférieures à 5 posent un problème de stabilité dans le calcul du ski carré. Autrement dit, le ski carré a tendance à être très très faible lorsque vous avez des cellules qui comportent des fréquences théoriques qui sont inférieures à 5. Mais les chercheurs peuvent tolérer des cellules qui ont des fréquences inférieures à 5 en notant que la proportion de cellules ne dépasse pas 20%. Et surtout, d'autres vont tolérer la présence de fréquences théoriques à la seule condition qu'il n'y ait pas de fréquence théorique nulle. Le ski carré est un test d'hypothèse et à l'instar de tous les tests d'hypothèse, il rend compte de la signification statistique d'une relation ici entre deux variables. Or, le ski carré a tendance à être statistiquement significatif au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Donc, c'est la raison pour laquelle une forte relation peut ne pas être statistiquement significative si elle repose sur un nombre restreint de cas. De la même façon, une relation faible, au point d'être vraiment triviale, peut être statistiquement significative si elle repose sur un nombre important de cas. Et par conséquent, une façon de faire face à la tendance du ski carré à être statistiquement significatif lorsque la taille de l'échantillon augmente, eh bien, c'est de calculer ce qu'on appelle les mesures d'association, qui rendent compte de la signification réelle d'une relation. Autrement dit, est-ce que la relation est forte, modérée, faible dans les faits, sociologiquement parlant, psychologiquement parlant ou cliniquement parlant, dépendamment des domaines disciplinaires. Alors, essayons assez rapidement de voir l'effet de la taille de l'échantillon sur la signification statistique du ski carré. Pour ce faire, on s'intéresse à la relation entre le fait de marcher et de caqueter comme un canard et le fait d'être vraiment un canard. Évidemment, c'est une relation qui est un peu cocasse, mais qui est pertinente statistiquement parlant, puisque 100% des cas qui marchent et caquettent comme un canard sont vraiment des canards, comparativement à 40%. Vous avez une différence en point de pourcentage de 20. Est-ce que cette différence est statistiquement significative au niveau de la population? Bien, on a un ski carré de 2 qui n'est pas significatif. Pourquoi? Ici, vous avez 1 comme degré de liberté, puisque c'est un tableau de 2 par 2. Avec un C de 0.05, il faut minimalement 3.84 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Ici, le ski carré calculé est de seulement 2, ce qui est inférieur à 3.84. Par conséquent, ici, nous acceptons l'hypothèse nulle à l'effet qu'il n'y a pas de relation, d'où le NS, c'est-à-dire le test n'est pas significatif. Que se passe-t-il maintenant lorsque nous multiplions la taille de l'échantillon par 2? Donc, on passe de 50 cas à 100 cas. Eh bien, pour une même différence en point de pourcentage, eh bien, le ski carré est multiplié par 2. Donc, le ski carré passe de 2 à 4 et le test s'avère significatif au seuil de 0.05. Autrement dit, le ski carré calculé 4 excède le ski carré critique 3.84. Précisément, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est inférieure à 0.05, d'où le P inférieur à 0.05. Encore, que se passe-t-il lorsqu'on multiplie par 5 cet échantillon, de façon à obtenir 500? Eh bien, le ski carré est également multiplié par 5. Il passe de 4 à 20 et le test devient significatif à 99.9%.
eh bien, on voit bien effectivement que pour les mêmes différences en points de pourcentage, le qui carré augmente chaque fois qu'on augmente la taille de l'échantillon, ce qui constitue une limite fondamentale, puisqu'il suffit simplement d'augmenter la taille de l'échantillon pour augmenter les chances de trouver une relation. Si faible cette relation au niveau des données de l'échantillon. C'est la raison pour laquelle une bonne pratique, après avoir obtenu un test significatif, c'est de rendre compte de la signification réelle en calculant ce qu'on appelle les mesures d'association. Dans le cas d'une relation entre deux variables nominales ou considérées telles quelles, on utilise plus souvent le V-Cramer. Pour une relation entre deux variables ordinales ou discrètes, on utilise le gamma, étant entendu qu'on peut lire la direction outre l'intensité. Vous avez devant vous une façon d'interpréter les valeurs des coefficients d'association qui varient de 0 à 1 pour l'intensité et de moins 1 à plus 1 pour ce qui est de la direction. Alors, évidemment, c'est une grille d'interprétation à utiliser avec parcimonie. Alors, on va y aller. En l'occurrence, puisque le qui carré a tendance à être strictement significatif au fur et à mesure que le nombre de cas augmente, eh bien, il faut ajuster. Prenant le qui carré divisé par le qui carré plus le nombre de cas. Et la racine carrée nous assure d'obtenir une valeur qui va varier de 0 à 1, du moins théoriquement parlant. Le résultat sera ce qu'on appelle le coefficient de contingence. Dans le cas de la relation entre le sexe et la délinquance, on prend le qui carré 6.6 divisé par le qui carré 6.6 et on ajuste par rapport à la taille de l'échantillon 200. La racine carrée du tout donne 0.179. Donc, d'après la règle d'interprétation qu'on a vue tout à l'heure d'Imbo, il semble y avoir une relation faible entre le sexe et la délinquance. Alors, il y a un inconvénient majeur qui est associé au coefficient de contingence, c'est qu'il est tributaire de la dimension des tableaux. Autrement dit, plus un tableau est grand, plus le coefficient de contingence a tendance à être élevé. Et surtout, pour un tableau de 2 par 2, le coefficient de contingence ne peut jamais dépasser 0.71. Et donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le V-Cramer, qui, lui, peut atteindre le maximum, soit 1. Eh bien, le V-Cramer se calcule en prenant le qui carré divisé par la taille de l'échantillon multiplié par k moins 1. En fait, k, c'est le plus petit nombre entre le nombre de rangées et le nombre de colonnes du tableau bivarié. Pourquoi on prend le plus petit nombre? Parce que justement, on veut tenir compte de la taille du tableau sur le qui carré. Et une façon d'en tenir compte, c'est de prendre le plus petit nombre entre le nombre de rangées et le nombre de colonnes. Eh bien, par rapport à la relation entre le sexe et la délinquance, donc on a le qui carré 6.6 divisé par n, 200, multiplié par 2. 2, c'est le plus petit nombre entre le nombre de rangées et le nombre de colonnes. On a 2 rangées, 2 colonnes. Bien, on prend 2 moins 1. La racine carrée du tout donne 0.18. Eh bien, 0.18 symbolise le V de Cramer. Donc, encore une fois, clairement ici, nous sommes en présence d'une relation faible ou, si vous êtes moins exigeant, d'une relation faible à modérée. Que se passe-t-il maintenant lorsque nous nous intéressons à une relation entre deux variables ordinales ou discrètes et qu'on veut rendre compte de la direction? En plus, bien sûr, de l'intensité de cette relation. Eh bien, on utilise plus souvent le gamma, donc qui est l'une des mesures les plus fréquemment utilisées. Et pour illustrer la logique du gamma et en déduire sa formule, on suppose s'intéresser à la relation entre le stress et la détresse. Et donc, si on suppose que le stress est lié de façon positive, on s'attend à ce que les cas qui ont un niveau de stress faible aient aussi une détresse faible, 25. Mais aussi, on s'attend à ce que les cas qui ont un niveau de stress élevé soient aussi les cas qui ont un niveau de détresse élevé, 25. De telle sorte que si vous multipliez 25 par 25, vous obtenez ce qu'on appelle les paires semblables. Précisément, ce sont les paires de cas qui vont dans le sens de la relation qui est attendue. Par contre, on s'attend à ce que peu de cas qui ont au niveau de stress faible aient au niveau de détresse élevé, ici 0, et peu de cas qui ont au niveau de stress élevé aient au niveau de détresse faible. C'est ce qu'on appelle les paires opposées. Autrement dit, ce sont les paires de cas qui vont dans le sens contraire de la direction qui est prévue. Donc, ce sont les cas déviants, si vous voulez, les cas qui dévient
du modèle et qu'on appelle paires opposées. Prenez 0 fois 0, vous avez une idée de la totalité des paires opposées. Par conséquent, si vous prenez les paires semblables moins les paires opposées divisé par l'ensemble des paires, vous obtenez le gamma. Et par conséquent, le gamma n'est rien d'autre que la proportion de paires semblables par rapport à la proportion de paires totales, en tenant compte de la proportion de paires opposées. Donc, vous avez la formule du calcul du gamma. Et par rapport à ce problème fictif, on retrouve 1. Ici, la relation entre stress et détresse est positive et parfaite. Dans la réalité, on ne retrouve pas forcément une relation aussi parfaite. C'était juste un prétexte pour accéder à l'intelligence même de façon à en déduire sa formule. Ben justement, on va revenir à notre relation entre le sexe et la délinquance. Lorsque vous travaillez avec des variables dichotomiques, on peut les conceptualiser comme relevant de variables ordinales et ainsi utiliser le gamma tout simplement. En l'occurrence, ici, on s'attend à ce que les gars soient plus susceptibles de présenter un comportement délinquant comparativement aux filles. Donc, on a 80 filles qui n'ont pas de comportement délinquant comparativement à 34 gars qui ont un comportement délinquant. Ce qu'on appelle les paires semblables. Autrement dit, ce sont les paires qui vont dans le sens de la direction prévue. Eh bien, les cas qui vont dans le sens contraire de cette direction attendue, ce qu'on appelle les paires opposées. Eh bien, on applique la formule et on se retrouve avec point 40. Donc, point 40 symbolise le gamma. En l'occurrence, ici, la relation entre sexe et délinquance est une relation positive et surtout modérée, si on se réfère à la grille d'interprétation de Imbo. Nous en sommes à la façon de présenter les résultats du test d'hypothèse et des mesures d'association. Bien sûr, il faut toujours contextualiser ces statistiques en mettant les résultats de l'analyse tabulaire bivariée, autrement dit les fréquences et les pourcentages. Ensuite, présenter l'équicarré. Généralement, on va mettre des astérix pour spécifier le niveau de signification. Généralement, on va mettre un astérisque pour un niveau de signification de 0.05, 2 astérisques pour un niveau de signification de 0.01 et 3 astérisques pour un niveau de signification de 0.001. Et bien sûr, à la suite, on peut mettre le Vedcremer, qui est bien sûr la mesure d'association la plus appropriée dans ce contexte, mais on peut aussi mettre le gamma si on conceptualise les deux variables comme relevant d'une variable ordinale. Donc ici, clairement, la relation entre sexe et comportement délinquant est statistiquement significative au niveau de la population jeune étudiée, quoique la relation est faible à modérée si on se réfère au Vedcremer et au gamma. Alors, quelques remarques qui me paraissent importantes à souligner, c'est que la signification statistique est différente de la signification réelle et que les tests d'hypothèse à l'image du Kikaré rendent compte de la signification réelle. Autrement dit, est-ce qu'une relation peut être généralisée ou pas à toute la population? Alors que la signification réelle est donnée par ce qu'on appelle les mesures d'association. Précisément, est-ce que la relation est forte sociologiquement parlant? Et donc, une fois qu'on a fini d'établir une signification statistique à l'aide du Kikaré, il faut toujours rendre compte de la signification réelle en utilisant, par exemple, soit le Vedcremer ou le gamma. Sinon, c'est une porte ouverte à une forme d'instrumentalisation des statistiques. Alors, parfois, il est possible qu'on présente un résultat comme étant très significatif, statistiquement parlant, alors que sociologiquement parlant, la relation est très faible. Bien sûr, ces techniques dépendent beaucoup de la catégorisation. En l'occurrence, lorsque vous catégorisez les deux variables de telle sorte que le tableau est grand, mais le nombre de degrés de liberté augmente. Et lorsque le nombre de degrés de liberté augmente, la valeur critique du Kikaré augmente en conséquence, de telle sorte qu'il peut être très difficile d'obtenir un Kikaré calculé qui va excéder le Kikaré critique. Étant entendu que, bien sûr, des différences peuvent être révélées ou cachées, selon la façon dont vous procédez à la catégorisation. En fait, les chercheurs le savent si bien qu'ils vont souvent procéder à différentes catégorisations jusqu'à temps qu'ils obtiennent leur relation désirée. Probablement, vous aussi, vous avez eu à le faire, ou vous aurez à le faire, pratiquement tous les chercheurs le font, et c'est une forme de manipulation des statistiques. Et très important, l'association statistique entre deux variables n'implique pas forcément un lien de causalité entre ces deux variables. Pour pouvoir conclure à une relation causale, il faut impliquer
des variables additionnelles de façon à s'assurer que ces variables additionnelles n'influent pas sur la relation qui est étudiée. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important, une fois qu'on a fini de procéder à l'analyse tabulaire bivariée, qu'on a fini de tester cette relation à l'aide du qui carré, qu'on a fini de rendre compte de la signification réelle à l'aide des mesures d'association comme le V-déclement ou le gamma, il faut passer à l'analyse multivariée